Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette rediffusion des rencontres littéraires Clameur qui ont eu lieu le premier week-end de juin 2023 sur la thématique des orages. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, et merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette rencontre avec Cécile Balavoine, autrice d'Au revers de la nuit, publiée au Mercure de France, 3e roman après Maestro et Une fille de passage. Bonjour Cécile. Bonjour. Et Sigolène Vincent, autrice notamment de Maritima aux éditions de l'Observatoire et au Tripode du Caillou et de La Palourde qui vient tout juste de sortir. Bonjour Sigolène. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Nous allons ensemble parler de ce qui disparaît, de ce qui reste, de ce que la littérature permet de préserver. Et j'aimerais que l'on commence cette rencontre en plantant le décor de vos romans, des décors que l'on pourrait dire opposés totalement. Sigolène, votre narratrice, vit dans un village niché entre une falaise d'ocre et un étang oublié. Un étang qui ressemble fort à l'étang de Berre, qui était au cœur de Maritima, que je citais il y a quelques instants. Est-ce que vous pouvez, pour commencer, nous décrire les lieux pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas cet espace ? Bonjour. L'inspiration, la source d'inspiration de La Palourde, c'est l'étang de Berre. Alors j'ignore si à Dijon on connaît l'étang de Berre, en tout cas on le connaît de réputation. C'est la deuxième plus grande mer fermée d'Europe. C'est le premier pôle pétrochimique de France. Et il s'avère que c'est un étang qui malgré sa maladie, la maladie des hommes, est un endroit très beau où la nature à laquelle nous faisons partie, parfois reprend ses droits. Et là, contrairement à Maritima qui explorait l'étang de Berre du côté des industries, de la vieille industrie, là on est du côté des espaces préservés et des peuples de l'étang, que ce soit les poissons, les oiseaux, les canards. Et donc voilà, c'est un lieu contradictoire, complexe comme nous le sommes tous. Et voilà, je voulais rendre hommage à cet étang, à cette nature parfois résiliente, même si la tendance est plutôt descendante. Voilà. Et pourquoi est-ce que votre narratrice a ressenti le besoin, quelques mois avant le début de ce roman, de justement rejoindre ce lieu ? Qu'est-ce qui a fait qu'elle a ressenti le besoin de fuir peut-être une plus grande ville, ou en tout cas de devenir quelque part une enfant de l'étang ? Peut-être l'idée d'appartenir à quelque chose de plus grand qu'elle et de se mettre en quête de sauver cet étang, de participer à sa sauvegarde en se disant que peut-être si elle parvenait à sauver cet étang malade, elle se sauverait elle-même. Je pense que c'est ça l'histoire. Complètement, et on va voir comment est-ce qu'elle associe beaucoup le devenir de cet étang, de ses habitants, aux propres émotions qui la traversent. Cécile, beaucoup moins d'anguilles, de canards et de palourdes dans Au revers de la nuit, dont l'essentiel de l'action se déroule à New York. New York, vous avez fait une partie de vos études, vous avez vécu. Est-ce que vous pouvez nous parler rapidement de votre relation à cette ville et donc de la relation de la narratrice qui s'appelle Cécile également à cette ville ? Oui, New York, pour moi, c'était pas du tout un rêve quand j'étais adolescente, alors que toutes mes amies au collège, au lycée, rêvaient des États-Unis, de New York. J'étais germaniste, donc c'était plutôt vers l'Est que je me tournais. Et puis le hasard de la vie, une rencontre amoureuse, a fait qu'un jour, je suis allée aux États-Unis pour voir mon amoureux de l'époque quand j'avais une vingtaine d'années. Et je ne pouvais pas parler un mot d'anglais, donc j'étais très, très, très embarrassée. Et je me suis fait la promesse qu'un jour, j'apprendrais l'anglais. Et donc, en passant du temps aux États-Unis, c'est comme ça que je me suis retrouvée une année dans le Minnesota d'abord. Et puis, je me suis dit, je veux vivre à New York maintenant. J'ai passé 10 ans de ma vie là-bas. Et vous racontez donc dans Au revers de la nuit ce moment où, après avoir été justement dans le Minnesota, il y a une rencontre qui va
voilà, peut-être pas bouleversé la vie, mais en tout cas une rencontre extrêmement marquante qu'on va évoquer dans quelques instants. Étant de Berre, New York, les hommes, l'amour. Dans votre roman, Sigolène, il y a Jean, dont votre narratrice est amoureuse, Jean qui travaille dans une centrale hydroélectrique, et François, un pêcheur de 20 ans, son aîné, qui est amoureux d'elle. On va parler de Jean et de François. Et vous, Cécile, je le disais, centrale dans le roman, il y a Sacha. Lorsque vous avez appris sa mort en 2015, vous vous êtes dit, un jour, j'écrirai sur lui. Vous n'aviez à l'époque pas publié les deux romans que je citais tout à l'heure. C'était une évidence que cette rencontre que vous aviez faite de Sacha, il allait falloir à un moment donné le faire entrer en littérature. Oui, c'est-à-dire que ce personnage que je rencontre dans un train en 1996, entre le Minnesota et New York, était un personnage hors norme. Vous aviez tous les deux 23 ans. On avait 23 ans. Et il portait un chapeau comme dans les années 30, un costume, des bretelles, voilà, une valise en cuir. Enfin, c'était vraiment un personnage sorti d'un autre monde. D'autant qu'en 96, c'était l'époque du grunge. Qui signifie les petites choses qu'on a entre les doigts de pied quand on ne se les lave pas assez. Vous voyez, donc c'était pas le même style. Voilà. Et donc j'ai rencontré Sacha et dans ma vie ultérieurement, enfin, c'est devenu un personnage pour moi vraiment à part. Hein. C'était Sacha qui portait des costumes improbables et qui par ailleurs ouvrait des bars. Et puis il est mort de manière subite en 2015 et ça a été un tel choc, perdre un ami à 42 ans. Je me suis dit mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Parce que sa mort, je l'ai apprise dans un avion pour aller à New York, donc déjà cette coïncidence était très forte. J'étais pas retournée à New York depuis quelques années et là j'apprends entre Paris et New York qu'il est mort, et je l'apprends dans le New York Times, et il est mort la veille. Et donc c'était un double choc, parce que c'était le choc de la mort d'un ami, et de l'apprendre dans le New York Times. Et pourquoi est-ce que le New York Times annonce la mort de cet homme, que je connaissais intimement, mais dont je n'avais pas compris qu'il avait fait quelque chose de hors norme, en fait. Et il est devenu le roi du cocktail, on en parlera. Quand il y a ce voyage que vous racontez au début de votre roman, de votre récit, votre narratrice, je ne sais jamais si je dois dire vous ou votre narratrice, mais je vais dire votre narratrice, se rend, vous le disiez, à New York, où elle va voir son amant, un homme, chef d'orchestre renommé, dont elle est amoureuse. Et je vous propose qu'on écoute tout de suite Annick, Romain et Isia, les voix de clameurs, qui vont nous lire un extrait de Revers de la nuit. Enfin. 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 Voilà ce que je m'écris ce jour-là, après avoir raccroché. Enfin, je vais le revoir. L'été se termine tout doucement. Plusieurs mois se sont écoulés depuis la dernière fois qu'il s'est glissé chez moi. Toujours entre deux rendez-vous, toujours coupable, en mari et en homme demandé sur les grandes scènes du monde, ne m'offrant que des interstices de son emploi du temps. Ce qui me fait l'admirer et le haïr tout à la fois, d'être si différent, mais toujours de passage. Brûlant ma vie de son intensité d'amour pour mieux la déserter. Lorsqu'il repart, je suis comme morte. J'avance avec une seule pensée, celle de la prochaine fois. Et cette pensée m'enlève au monde. Ma vie alors ressemble à ces dessins en pointillés que les enfants relient de longs traits pour en faire ressortir une image. Je suis des pointillés, laissés au beau milieu du vide, cherchant à trouver sens à nos trop rares rencontres. Un samedi que cet homme est venu chez moi, que nous nous sommes aimés et qu'il est reparti une fois la nuit tombée. Je n'ai été capable, dans les heures qui ont suivi, ni d'appeler une amie, ni de laver les couverts et les verres où il avait posé ses lèvres. Et le lendemain, dimanche, je ne me suis pas levée. Je n'ai pas pu quitter de la journée ce lit où nous nous étions caressés. Je n'ai pas pu laver mon corps. Voulant garder sur moi les moindres traces de sa douceur, De ses mains,
de sa peau, de ses cheveux, de sa salive, voulant rester tout imprégné de lui, ne voyant pas ou ne voulant pas voir que cette passion me minait. me laminait. et le lundi, je me suis levée et lavée à regret. Je suis allée au rendez-vous qu'il m'était impossible de ne pas honorer, pleine de lui et pleine du vide qu'il me laissait. Jusqu'à la prochaine fois, lointaine et Et incertaine. Et incertaine. Cécile, vous racontez dans Au revers de la nuit, en parallèle, effectivement, l'histoire avec cet homme. De quelle façon est-ce que, peut-être a posteriori, est-ce qu'il vous a paru nécessaire de raconter cela également, c'est-à-dire parce qu'il y a le présent du récit, voilà, le New York Times, l'annonce de la mort de Sacha, ce voyage pour aller le voir, donc il apparaissait naturellement dans le fil des événements, mais est-ce que vous vous êtes rendu compte au moment même où vous écriviez le récit de pourquoi est-ce qu'il était important au moment où vous convoquiez la jeune femme de 23 ans que vous étiez, qu'il fallait aussi raconter un petit peu de la femme que vous étiez au présent? Oui, c'est une question importante pour moi parce que effectivement, vous parlez de récit et je pense que je parlerai de roman justement parce que l'idée n'est pas d'être dans une chronologie qui soit tout à fait en correspondance avec la réalité des faits, mais plutôt de savoir par où on prend une histoire qui est réelle. C'est-à-dire, je parle, tous les éléments de cette histoire sont vrais, mais je dirais que la manière de construire, de faire une architecture avec ces éléments constitue pour moi l'élément romanesque en fait de l'histoire. Et il se trouve que, en effet, le moment où je retourne à New York, c'est pas pour Sacha, c'est pour cet homme chef d'orchestre. Et donc, comme il y a deux temporalités, donc cette période de la jeunesse, de la 23 ans, la rencontre avec Sacha, et le moment de la mort de Sacha, il me semblait nécessaire de réintroduire ce personnage du maestro qui est donc le sujet central de mon premier roman, qui s'appelle Maestro. Et donc, effectivement, je me suis posé la question, est-ce que je dois faire revenir ce personnage? On le connaît déjà, est-ce qu'on n'en a pas marre de lui? Enfin, voilà. Mais c'était important parce que finalement, il a été mon interlocuteur premier au moment de la mort de Sacha et il était très présent. Et puis, je trouve que même si je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui relie ces deux hommes? Ils sont très, très différents. Au fond, voilà, c'est l'amour présent et l'amour passé et ils se rejoignent, je pense, d'une manière ou d'une autre. Vous parlez de l'amour passé. Il y a un moment très, très beau, il y en a beaucoup, des moments très beaux dans votre roman, mais un moment où, quand votre narratrice, quand vous vous installez à New York, Sacha vous dit « Je crois que c'est passé, mon obsession de toi », et vous écrivez « J'avais été et désaimé au même instant », et je trouvais cela d'une grande violence. Oui, effectivement, je n'avais pas voulu voir que ce Sacha m'avait aimé, je pense, peut-être parce qu'il était si différent des hommes qui m'attiraient à l'époque, et que c'était plus facile de dire non, il est trop différent, voilà. Et c'est vrai qu'il y a eu cette scène où un jour il m'a dit ça, non, mais en fait je suis plus obsédée, mais j'ai dit mais tu l'as été, je savais pas. Mais en même temps, c'était, pour moi, il y avait une grande tension narrative avec ça, parce que la difficulté d'écrire ce texte a été aussi, donc Maestro est une histoire de passion, mon deuxième roman c'est sur une amitié amoureuse, et là, de partir, justement, quand je me suis dit, je vais écrire un jour sur Sacha, oui, mais notre relation était beaucoup plus ténue. Et qu'est-ce qu'on fait d'une histoire un peu d'amitié, un peu d'amour? C'est une histoire d'amour de jeunesse, donc qui n'était pas fondamentale. Et qu'est-ce qu'on fait pour qu'il y ait quand même une tension narrative et que le lecteur ait envie de savoir ce qui se passe après? Et oui, j'ai été confrontée à un moment un peu à un écueil, mais ça, à mon sens, c'était quand même quelque chose de fort, c'est-à-dire que de ne pas comprendre qu'on a été aimé et s'en rendre compte quand c'est fini. Voilà. Complètement, il y a quelque chose d'extrêmement puissant, et on évoquera aussi la façon dont vous convoquez le souvenir et comment est-ce que ce sont les images qui reviennent et qui permettent de reconstituer justement toute cette époque et tous les moments vécus ensemble. Sigolène, j'évoquais deux noms tout à l'heure, Jean et François. Je vous propose qu'on écoute Isabelle et Sophie, les voix de clameurs, nous lire un extrait de La Palourde, et on va parler de ces personnages.
Ma maison en pierre occupe une cavité littorale que prolonge une chapelle désacralisée, jadis dédiée à Saint-Pierre, patron des pêcheurs. Les anciennes niches votives qui en percent les murs pourraient constituer l'habitat idéal des mollusques vivaldes si le niveau de l'étang venait à monter. Le petit port de pêche qui constitue mon milieu naturel est coupé du reste du monde par une falaise d'ocre. Mais les êtres humains y opèrent d'une manière identique à partout ailleurs. Ils tentent d'exister coûte que coûte. Et bientôt nous serons soumis à la question de quel bois mort sommes-nous faits ? Rejetés sur les rives de l'étang, flottés et délavés, nous lirons l'insolence dans l'œil de l'anguille qui agonise. Vous voilà à payer vos arriérés de loyer sur la terre. Mais aussi un semblant de compassion. Pauvre cloche. Avant de périr, je me souviendrai que durant toute mon existence, j'ai couru après des rêves inoffensifs, placides, comme une palourde qui ne réclame rien d'autre qu'un peu de vase où s'enfouir. De son bateau, François analyse les plus infimes mouvements de la nature, ses plus imperceptibles dérèglements. Des espèces ou sous-espèces, il sait lesquelles disparaissent, lesquelles ont encore le courage de résister. Je te jure, une palourde que j'ai regardée de trop près m'a craché à la figure. D'après mes recherches, les palourdes ne crachent pas. De leurs coquilles, elles ne sortent qu'une partie de leur corps mou, le pied. Si tu crois qu'elles se redresseront un jour sur leurs deux jambes, tu te fous le doigt dans l'œil. Pure et innocente jusqu'au bout. Durant plusieurs jours, je les avais observées. À force de patience réciproque, elles m'avaient initié à leurs mœurs discrètes et humbles. Et voilà que l'une d'elles empestait. Mais, ma fille, c'est le propre du con moyen de schlinguer quand la vie l'abandonne. François et moi avons passé tant d'heures ensemble. Et je ne parviens toujours pas à déterminer si le soleil tape trop fort sur sa tête ou si c'est simplement qu'il boit trop de pastis. L'amour est vraiment une chose impossible. Mais il n'y a que ça de vrai. Quand il enchaîne ce genre de conneries, je penche pour un abus d'anisette. Merci. Merci. Vous écrivez de François. Il est illuminé de l'intérieur. Sa lumière remonte à des générations de pêcheurs qui ont enduré la violence des grains blancs et la répétition des levants. La narratrice dit que c'est une chance de l'avoir rencontré à son arrivée, qu'elle aurait pu ne tomber sur personne et qu'alors elle se serait abandonnée à la vie sauvage. Est-ce que vous pouvez nous parler de François, de qui il est ? Alors, les personnages de mon roman sont toujours inspirés de personnes croisées ou entreaperçues, je sais pas, dans les brumes de chaleur. Et François m'a été inspiré par un pêcheur d'anguilles, Franck. Et dans le cadre d'un reportage, je l'avais suivi il y a quelques années. Donc je m'étais levée à 4h du matin pour aller à la pêche aux anguilles avec lui. C'est une pêche traditionnelle qui se fait à la force des bras. Et sur l'étang de Berre, il reste une dizaine de pêcheurs d'anguilles. Et après, je suis allée plusieurs fois à la pêche avec lui. Donc, il part de Berre-l'Étang. Alors, il faut vous imaginer, Berre-l'Étang, donc c'est la Lyondell-Basel, c'est la pétrochimie. Et vous prenez quand même un petit bateau de pêche et vous partez. Vous savez que vous allez pêcher des poissons dans cet étang. Et Franck est comme souvent les pêcheurs, j'imagine, est un genre de poète. D'un coup, dans sa barque, alors je ne sais pas si c'est parce que c'est le matin très tôt et qu'il est effectivement illuminé par le lever du soleil. Et un jour, il me parle de son associé, qui est un jeune homme de 42 ans, qui est bâti, qui a une vie un peu particulière, qui a consommé beaucoup de drogue quand il était jeune, qui a eu plusieurs enfants avec plusieurs femmes, et qui a trouvé son équilibre sur sa barque. Et un jour, Franck me montre Bati en me disant
mais Sigolène, comment veux-tu stabiliser du sable de rivière ? Et je lui dis, mais c'est qui le sable de rivière ? Il me dit, c'est Baptiste, c'est toi, c'est moi. Et je me suis dit, je lui demande, mais c'est un dicton local ? Il me dit, non, ça m'est venu comme ça à l'instant. Et je me suis dit, de cette phrase, je vais faire un jour un roman, parce qu'effectivement, on est certainement tous du sable de rivière impossible à stabiliser, que nos vies sont faites comme ça. Donc, à partir de là, j'ai créé le personnage de François, de pêcheur, qui n'a pas une science infuse, mais qui a un sens profond de ce que pourraient être nos vies et nos morts, qui est un observateur, peut-être tutélaire, là depuis les tout débuts, et qui sera là à la toute fin, et qui essaye de, par ses leçons, de redonner vie à la narratrice, qui, elle, crâne un peu... elle crâne... Souvent, elle dit qu'elle crâneuse. Elle est crâneuse parce que elle a une espèce de morgue comme ça, et elle a sans cesse dire qu'elle n'est pas très en accord avec le fait d'exister. Elle fait que crâner. En fait, voilà, elle vit comme tous les autres vivants, avec les mêmes difficultés à trouver un sens à l'existence, ou finalement, en décidant de ne pas en trouver, à se contenter de respirer. Oui, avec la peur de passer à côté des choses, je vous lis. Je nous pensais bons camarades, François et moi, mais j'ai finalement compris que, ayant atteint l'âge où il est urgent d'aimer pour un dernier tour, il était tombé amoureux de moi. Ma fille, ce n'est pas du tout pour ça que je t'aime. Pourquoi sinon ? Sans aucune raison. Ouais, t'as surtout peur du rendez-vous manqué. Qu'est-ce que tu crois ? Tout le monde en a la trouille. Il y a cette idée du temps qui passe et de ce à côté de quoi on est passé. Oui, l'idée du rendez-vous manqué, et c'est sûrement la même chose chez Cécile avec Sacha. Le rendez-vous, on croit toujours qu'on l'a manqué, le rendez-vous. Mais il reste, même de ces rendez-vous manqués, il reste toujours quelque chose. En fait, nos vies, nos amours, j'imagine, sont faits de ces rendez-vous manqués. Et à force de rendez-vous manqués sur rendez-vous manqués sur rendez-vous manqués, finalement, le rendez-vous a eu lieu. Mais c'est vrai que c'est une de mes peurs, de mes tristesses, d'avoir loupé le rendez-vous. Mais parfois, il faut qu'il soit raté. Je sais pas, la fièvre dans le sang. Heureusement qu'il a été raté. Voilà. Parfois, le rendez-vous manqué, il y a une raison au manque de ce rendez-vous. Je reviens à Jean et à l'idée que François dit à la narratrice que c'est une crâneuse, et aux palourdes. La narratrice associe la mort des palourdes à cet amour impossible. Et quelque part, elle lie justement les élans de son cœur à ce qui l'advient, à ces êtres des étangs. Et c'est François, justement, qui lui dit si tu crois qu'elles ont besoin de toi, les eaux de l'étang, pour être noires, c'est fou de lier le déséquilibre de la lagune à ce qui se passe dans ton petit cœur qui reste tout sec pour moi. Tu n'es pas la moitié d'une crâneuse. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que l'idée du roman, c'était de se dire à quoi sont dus les dérèglements de la nature. Est-ce que les dérèglements de la nature peuvent être associés à un déséquilibre absolu de l'amour, et que peut-être la planète crève de ça, de notre manque d'amour. Et après, à un moment donné, je me suis dit, est-ce que c'est pas très prétentieux de penser que l'étang meurt à cause de moi ? C'est très prétentieux de le croire. Parce que la narratrice, c'est un peu moi, évidemment. Et je me suis dit, de quel droit j'associe la mort des palourdes à mon désespoir amoureux. Et voilà. Et je pensais, parce que moi je suis très touchée par les romantiques du 19e siècle, et je pensais écrire de cette façon-là, quand les émotions, les sentiments épousent les tourments de la nature et vice-versa. Et maintenant, il y a un nouveau terme anglo-saxon qui parle d'éco-poésie. Il y a encore 2 mois, j'ignorais tout de ce terme-là. Mais je crois que l'éco-poésie ressemble fort au romantisme, en vérité. Et voilà. J'ouvre une parenthèse, mais dans la rencontre inaugurale de cette 11e édition de Clameur, Sylvain Prudhomme nous racontait comment sa lecture et son amour de Francis Ponge avaient débouché sur l'écriture à 22-23 ans d'une étude sur le bigorneau.
jamais publiées, désolé. Il a cité également notamment Claude Simon. Est-ce qu'il y a comme ça des grandes figures, parce que vous évoquiez le romantisme, l'éco-poésie il y a quelques instants, mais des grandes figures qui vous ont l'une et l'autre marqué profondément et dont la lecture a été décisive dans votre envie d'entrer en littérature, d'écrire à votre tour, pas forcément en lien avec ces livres en particulier, mais et sans être exhaustive évidemment, mais voilà, est-ce qu'il y a des autrices ou auteurs qui ont été particulièrement importants pour vous? Oui, bien sûr. Pas du tout. Non, j'ai rien lu. Non, si, j'ai commencé par Oui, oui à la gomme magique, c'était pas mal. Mais ensuite, effectivement, le romantisme allemand était très présent, parce que je disais que j'étais germaniste, donc oui, bien sûr. Mais la littérature allemande et autrichienne a été fondamentale pour moi. Des auteurs comme Ingeborg Bachmann ou Thomas Bernhard, par exemple, dans la musicalité, c'est très important. Parce que oui, pour moi, l'écriture est aussi de la musique. J'ai été une musicienne ratée, donc en fait, comment rattraper ça à travers l'écriture? Et c'est vrai que des auteurs qui ont un rythme, une musicalité de l'écriture, où chaque phrase est fluide et amène l'autre, est très importante. Ouais. Donc, effectivement, on trouve ça dans la poésie de Bachmann, de Celan, chez Thomas Bernhard ou des auteurs. Voilà, je ne sais pas pourquoi je dirais que c'est de la littérature allemande avant tout, même si ce n'est pas ma langue, et peut-être aussi à cause de ça. Ouais. Alors moi, j'ai grandi à Djibouti, à la Corne de l'Afrique. Et donc depuis toute petite, c'est Arthur Rimbaud. Mais c'est Arthur Rimbaud qui est devenu négociant en café, trafiquant d'armes. Et moi, j'ai toujours pensé que la poésie commence chez lui au moment où il arrête d'être poète et où il devient le premier occidental à traverser les terres musulmanes d'Éthiopie. Et donc voilà, moi je pensais que je deviendrais poète le jour où je cesserai de tenter d'être poète. Et après, tout est lié à Djibouti pour moi. Quand Romain Gary a été diplomate, il a été consul pendant 1 an en 1975 à Djibouti. Et je sais que Les Racines du ciel est un livre que je lis et que je relis souvent. Et sinon, j'ai Moby Dick tatoué sur le bras. Donc voilà, enfin, je ne pourrais pas être exhaustive parce que voilà. Non, mais ça donne des pistes comme ça. C'était voilà. Le Bigorneau, la Palourde, voilà, association d'idées. Je voudrais juste revenir sur ce que vous disiez, Sigolène, du lien entre le devenir de la nature et les soubresauts de l'âme. Et c'est un moment, François, qui dit à votre narratrice: je dois me rendre à l'évidence. La lagune est entrée en toi pour y répandre sa mélancolie. Là, c'est dans le sens inverse, c'est-à-dire que ce ne sont pas les élans du cœur de la narratrice qui pourraient avoir quelque chose à voir dans ce sens-là avec l'évolution de la nature, mais là, quelque chose de l'ordre de comment est-ce que finalement les lieux rentrent en nous. Qu'est-ce que ça signifie, la lagune qui répand sa mélancolie dans le cœur et le corps de la narratrice? Je pense que les temps rentrent vraiment en moi. C'est-à-dire que j'y navigue tous les jours, je m'y baigne. Et les gens du village pensent qu'un jour je vais me dissoudre, que je vais être l'Ophélie de l'étang de Berre. Ça veut dire que moi, à chaque fois, tous mes romans partent d'un lieu, de paysage. Et je pense vraiment que... Enfin, on ne grandit pas impunément sur les terres de notre ancêtre. Enfin, Lucie, on sait bien maintenant qu'on a d'autres ancêtres plus anciens que Lucie. Mais voilà, j'ai grandi dans un désert de cailloux. J'ai grandi au bord du Grand Rift, dans un lieu qui un jour va disparaître, que la plaque africaine et la plaque arabique vont se séparer. Voilà, j'ai grandi, il y avait Haroun Tazieff qui venait tout le temps. Et depuis l'enfance, la nature est en moi, et je me suis créé une légende personnelle en plus, en me disant j'ai été enfant dans le berceau de l'humanité, et il n'y a rien qui ressemble plus à la fin de la Terre que la Corne de l'Afrique. Je vous invite un jour à y aller si vous pouvez. Et donc voilà, je pense que
la nature fait intimement partie de moi, et j'aime aussi... je croise beaucoup d'océanographes, de biologistes, parce que je suis élue municipale par ailleurs, et j'ai en charge la réhabilitation de l'étang de Berre et le parc marin de la Côte Bleue qui va de Fos-sur-Mer à l'Estac. Et les biologistes, je les interroge toujours sur le vivant, sur le mort, sur notre ruban ADN, et qui m'expliquent comment dans notre ruban ADN on a encore les traces du poisson qu'on a été, du singe qu'on a été, etc., etc., et du morceau d'étoile du Big Bang qui est aussi en nous. Donc on est la nature, donc puisqu'on est nous-mêmes la nature, il est évident que la lagune, elle se répand en moi, mais elle se répand en vous tous, en Cécile, voilà. Il y a quelque chose qui m'a marqué aussi dans vos romans, c'est une certaine douceur dans les relations humaines. Cécile, ça tient au naturel avec lequel Sacha vous accueille de manière oui, très, très naturelle, très évidente, mais oui, bien sûr, vient à la maison. Mais c'est aussi l'accueil de sa mère, Anita, de sa sœur, Alana. Et Sigolène, j'ai retrouvé ça aussi, d'une manière bien évidemment très différente, mais j'ai évoqué seulement 2 des personnages, mais il y en a d'autres. Et il y a quelque chose dans les rapports humains, en tout cas dans la façon dont les échanges se nouent, qui me sont apparus, en tout cas moi en tant que lectrice, d'une assez grande douceur. J'imagine que c'est lié, Cécile, aux faits eux-mêmes, à cet accueil-là, mais je pense que ça dit aussi quelque chose de ce que vous conservez aussi de ces moments-là, mais plus généralement du monde qui vous entoure. Oui, je pense que effectivement c'est important quand on écrit sur soi et sur les gens qui nous ont entourés de choisir une voie de la douceur. En tout cas, c'est moi. Enfin, pour moi, c'est important parce que c'est vrai quand on écrit de l'autofiction, parfois ça peut malmener les gens. C'est dur de se retrouver dans un roman. Alors en effet, Sacha n'est plus de ce monde, mais il a encore un père, il a une sœur qui certes ne lisent pas forcément le français, mais en tout cas, peu importe. Le propos n'est pas d'aller dire des choses qui peuvent blesser, mais au contraire de voir comment les rapports humains apportent tant et rétrospectivement comment on les comprend, c'est-à-dire qu'on les vit, on n'y pense pas, on ne les analyse pas, et puis c'est important parfois de se poser, de prendre le temps et de regarder comment des personnes qui ont traversé nos vies, en fait, nous ont façonnés. Et de regarder aussi comment, à travers des signes, on voit que c'était peut-être notre destin de les croiser alors qu'on ne s'en rend pas compte sur le moment. Donc vraiment, la question de... Voilà, on parlait de fils invisibles. Et effectivement, j'ai retrouvé ça dans ton roman, avec la couronne de fleurs offerte à l'anniversaire, des petits gestes, Marie et Youssef qui entourent, qui sont doux, qui sont bienveillants. Voilà, pour moi, écrire, c'est pas faire mal, mais c'est regarder son passé avec douceur et pudeur si possible. Sigolène ? Parce que dans le livre de Cécile, le maestro, tu en parles avec douceur et tu es douce avec lui. Je pense que d'autres ne lui réserveraient pas le même traitement. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de douceur, sûrement dans les 2 livres. Et moi, j'ai une espèce de bienveillance, c'est de tempérament naturel, et puis j'ai toujours un rapport simple avec les autres, avec l'existence, et puis des faits, des événements de la vie font qu'on se simplifie encore. On n'a pas. Il y a un moment donné, on comprend que ça ne sert à rien de complexifier, même si nous sommes des êtres complexes, de complexifier nos rapports. Il n'y a pas le temps pour la violence. Il y a l'importance de l'écriture. Vous évoquiez tout à l'heure, Cécile, comment est-ce qu'il vous est apparu nécessaire de raconter Sacha. Sigolène, c'est François qui, à un moment, raconte j'essaye de meubler le temps que je retrouve mes notes en même temps est-ce que je retrouve ce que je voulais dire. Non, il dit, vous dites l'importance en filigrane de témoigner de ce qu'il advient, et c'est François qui dit souvent, sans moi pour voir et raconter que les temps s'épuisent, ils ne s'épuisent pas. Et c'est ça que ça dit, c'est-à-dire que si les choses adviennent mais qu'on ne les raconte pas, que ce soit à travers des romans ou à travers des reportages, la chose n'existe quasiment pas si on ne met pas les mots et si on ne le fait pas savoir. Oui, je pense. Alors,
parce qu'on se posait la question avec Katia, c'est que quand on a lu le livre de Cécile, après l'avoir lu, mais j'ai mis du temps à me dire, est-ce que je vais aller voir sur Internet si Sacha existe vraiment? Mais je savais, puisque c'est une autofiction, que Sacha existait vraiment. Mais je suis allée vérifier, je suis allée chercher des photos. Et je me suis demandé, est-ce que je vais dire à Cécile que je suis allée chercher Sacha? Et puis finalement, je lui ai dit, et tu as été contente. Enfin, pas contente, mais parce que moi, ça me le rendait encore plus vivant. Donc, il est vivant par le livre, et il est vivant par la recherche que moi, j'ai eu envie de faire, de voir Sacha vivant. Enfin, vivant, c'est une photo, il est en statique. Mais voilà, Sacha va rester, va être vivant. Et de mon côté, j'espère que l'étang va ressortir renforcé de la palourde. Voilà. Et que peut-être qu'un jour, cet étang redeviendra ce qu'il était il y a des millénaires, une forêt. Mais en tout cas, il aura existé et il sera dans un livre. Cécile, Sigolène évoquait Sacha. À chaque fois que je lis des romans qui convoquent des moments passés de sa propre histoire, je m'interroge sur la façon dont ces souvenirs ressurgissent. Moi qui peux avoir le sentiment d'avoir assez peu de mémoire, je trouve ça toujours assez fascinant de voir la précision de certaines images, de certains mots, même si on sait bien que ce ne sont pas forcément les mots qui ont été prononcés, mais en tout cas le souvenir de ce qu'ils portaient et des émotions qu'ils ont suscitées. Vous écrivez, je vous lis. Moi qui pensais ne l'avoir jamais assez aimé, mais son visage maintenant si proche, il faut donc que je l'ai chéri pour m'en être imprégné aussi bien, aussi nettement, pour le sentir aussi précisément, tellement d'années plus tard. Ce sont les sensations, les émotions, les images qui remontent en premier. Oui, alors vous parliez de mémoire. Moi, j'ai un très très gros problème de mémoire. De plus en plus, j'ai l'impression que je cherche mes mots et que je me suis rendu compte que pour trouver un mot, il fallait que je le voie écrit dans ma tête. Donc ça prend du temps. Et je me suis rendu compte aussi que j'avais une mémoire très visuelle. Ça m'a pris aussi beaucoup de temps avant de le découvrir. Et effectivement, au moment où j'ai appris la mort de Sacha, ça a été un moment très très singulier, je dirais presque spirituel, au sens où évidemment je ne pensais pas à Sacha tous les jours. Je l'avais rencontré 20 ans plus tôt. Et j'ai eu vraiment le sentiment qu'il était là, et de le voir, et de pouvoir le toucher, de pouvoir sentir son odeur, c'était très très intense et très très singulier. Et donc j'ai eu envie de raconter ce moment, mais au-delà de ça, je dirais qu'effectivement, je ne savais pas quand j'ai rencontré Sacha en 96 qu'un jour j'écrirais sur lui. Donc il est évident que je ne me souvenais plus exactement des dialogues, mais ce sont des souvenirs visuels, des flashs en fait qui font des scènes. Et donc à partir d'une image comme ça, de Sacha entrant dans le train, Sacha assis à côté de moi dans le train, ce paysage tout blanc, dans ce paysage des États-Unis, du Midwest des États-Unis, tout blanc en plein hiver. Voilà, ce sont des images comme ça à partir desquelles on peut commencer à broder. Et c'est ça qui fait fiction dans l'autofiction, je dirais. Et il y a un autre passage que je voulais lire, que je trouve très, très émouvant et qui parle justement de cela. En écrivant, je me replonge dans ces instants avec l'intensité, le continuum, la texture même du passé, mais également avec la dévorante, l'insondable frustration d'être si près par la pensée et si loin dans la chair, de cet instant qui frémit et qui palpite encore, mais qu'il m'est impossible de saisir, de pétrir à pleine main. Toute consistance s'est envolée, pulvérisée, dissoute dans les jours qui succèdent aux jours, mais le souvenir a résisté et me laisse maintenant, douloureusement, dans le désir singulier de palper de nouveau cette peau-là, de renifler cette nuque-là, de saisir cette main-là, d'attirer le regard qui ce soir-là, c'est la première nuit de 97, m'avait accompagnée et d'aspirer ces lèvres qui m'avaient embrassée. C'est un désir désespérant et pourtant insatiable. Oui, c'est ça. Je pense que quand on écrit sur son passé, il y avait vraiment une notion de nostalgie. Et c'est pour ça que aussi j'invoque pas mal Fitzgerald, parce que c'est l'écriture de la nostalgie. Et il y a ce sentiment, effectivement, quand on se met à écrire sur un personnage qui a disparu, on a l'impression de vivre avec lui. On est quand même tous les jours des heures devant sa page, et puis à repenser à ces moments, à essayer de les mettre en forme, de leur donner une structure. Et donc on est complètement avec le personnage, et en même temps, c'est plus possible d'y retourner. Donc c'était assez douloureux, oui, l'écriture. Sigolène, puisqu'on parle d'écriture, votre narratrice est officiellement un genre de journaliste, ce sont vos mots.
elle tient des carnets, forcément quand elle va mener ses reportages, et vous écrivez « Mes mots sont la plupart du temps ceux d'une étrangère. À leur relecture, je me retrouve ignorante, incapable de comprendre l'idée qui les sous-tend. Peut-être qu'aucune pensée ne les fonde ni ne les organise. » À un autre moment, elle dit que c'est peut-être les mots d'une étrangère ou peut-être d'une illusionniste. Et je trouve ça très intéressant sur ce que ça dit de l'écriture, de la littérature, de comment est-ce que quand on écrit, on peut avoir le sentiment, j'imagine, parfois d'être pleinement soi-même et en se relisant, réaliser qu'on était la personne qui écrivait à ce moment-là et qui essayait de se convaincre de quelque chose, de raconter quelque chose. Et donc voilà, je m'interrogeais à la fois sur cette idée de notes, de carnet, savoir si c'était une pratique, une de vos pratiques, notamment pour l'écriture des romans, enfin, cette prise de notes, et sur ce rapport justement à l'écriture et comment est-ce qu'on est au plus près de qui on est. Est-ce qu'on réussit totalement à être qui on est dans l'écriture ? La question est complexe. Alors moi, j'ai pas de carnet quand j'écris mes romans, j'ai des cahiers de brouillon quand je fais des reportages. En revanche, quand j'interviewe des gens, j'ai pas de dictaphone, j'enregistre pas, je prends tout à la main. Et parfois, j'arrive pas à me relire, c'est un peu le problème. Après, dans l'écriture des romans, enfin même pour les articles de presse, c'est quand même beaucoup de travail. Et plus on travaille, plus l'écriture, pas se fortifie, mais on commence à être soi-même dans un style assez reconnaissable à un moment donné. Mais parfois, j'expliquais ça hier soir ou ce matin, je ne sais plus, c'est que j'ai toujours... Je me disais, par exemple, Cécile, j'ai lu son livre et c'est une évidence, c'est-à-dire qu'elle transmet des sentiments. Enfin, on a déjà tous vécu et on se reconnaît immédiatement, on se raccroche à notre propre histoire, ce qu'on a pu vivre. Et du coup, on pleure beaucoup si on a une âme sensible et un système lacrymal qui est un peu défaillant. Et tandis que de mon côté, j'ai toujours l'impression que ça n'a de sens que pour moi, ce que j'écris. Et que je pense peu aux lectrices et aux lecteurs. Et finalement, quand je rencontre des personnes qui ont lu mes textes, elles me révèlent à moi-même, et c'est-à-dire qu'elles m'expliquent ce que j'ai écrit. Et je suis toujours très, très stupéfaite, très surprise et très touchée qu'on ait compris ce que j'ai écrit, parce que moi-même, parfois, je me dis, qu'est-ce que je veux dire ? Et je suis en quête à chaque fois du mot exact et précis. Et on me dit souvent que ce que j'écris est très poétique, et j'ai l'impression que ma poésie vient du fait que j'ai pas le vocabulaire. C'est bizarre de dire ça comme ça. Et que je tourne autour du pot et que ça fait des images. Et voilà. Mais La Palourde, elle est exclusivement écrite par mon corps, par des sensations. J'intellectualise très peu. C'est par impression, c'est par sensation. Et tous les 2 jours, je suis sortie dans la Roselière, dans les marais, pour voir comment la nature évoluait, à quel moment sortent les coquelicots, quand est-ce que les coquelicots rouges sont remplacés par des coquelicots jaunes, les iris d'eau, le cresson de fontaine. Et en fait, tous les 2 jours, je sortais dans les roseaux jusqu'à ne plus pouvoir avancer, et je rentrais à la maison. J'avais pas pris de notes et je retranscrivais ce que la nature avait fait en moi, avait provoqué. Et après, ça donne des phrases. Alors je crois, plus je vieillis, plus je deviens mystique, or je devrais être un être très raisonnable. Et parfois je ne sais pas d'où ça vient, alors je me rassure en me disant c'est peut-être mes connexions synaptiques, des mini-crises d'épilepsie qui provoquent ces phrases-là, parce que parfois je me relis et je ne sais pas d'où ça vient. Donc je veux tabler sur le message électrique, entre les synapses qui parfois déraillent un peu. Mais vous parlez de l'écriture au temps présent, et Cécile évoquait justement la mémoire, le souvenir, et c'est une interrogation de votre narratrice qui se demande si ces souvenirs sont le fruit de son imagination et qui a cette peur de la perte de mémoire et de l'oubli des mots. Cette question de comment est-ce que vous disiez j'ai écrit avec le corps, on écrit avec le corps dans ce qu'il vit sur le moment, sur ses sorties, mais avec tout ce
tout ce qu'il a vécu aussi, tout avec ses souvenirs, mais c'est peut-être plus le souvenir, et finalement on revient à ce qu'on disait, le souvenir de sensations, d'émotions, finalement, que de souvenirs précis. Je voulais, parce que le temps passe beaucoup trop vite, on parlait du fait que votre narratrice, Sigolène, était journaliste. À un moment, il y a un reportage dans une décharge, notamment, on ne va pas avoir le temps de tout aborder, et puis il faut que vous lisiez le livre également, évidemment, où elle dit « J'ai vu une aurore boréale sur un tas de merde ». C'est pour vous donner envie de découvrir cette visite de la décharge. Mais je voulais, Cécile, qu'on évoque la dernière partie de votre roman, puisque le dernier tiers est consacré en réalité à une enquête sur qui était Sacha, puisque vous le disiez, vous l'avez rencontré, voilà, vous saviez qu'il vous faisait des cocktails en choisissant très précautionneusement chacun des ingrédients pour vous, et vous avez découvert donc quand vous avez appris sa mort qu'il était devenu un roi des cocktails, et que cette attention qu'il avait quand il vous préparait des boissons, il l'avait pour les autres. À quel moment est-ce qu'il vous a paru nécessaire de partir à la rencontre de celles et ceux qui l'avaient connu après vous, et qu'est-ce que vous avez finalement découvert, que vous faisiez partie de cette famille qu'il avait continué à construire après votre rencontre? Un peu. Alors, on parlait tout à l'heure voilà, de mysticisme et d'être dans la nature, d'être complètement, effectivement, chez Sigolène, c'est plutôt être happé par les plantes, etc. Moi, c'était happé par voilà, cette présence de Sacha, donc qui reste là. Et il a fallu, oui, à un moment, je me suis dit, mais justement, on parlait tout à l'heure du fait que c'est très ténu, cette histoire d'amour. Donc, il y a eu un moment dans la construction du roman, c'est-à-dire j'ai avancé dans ce train, puis la rencontre, puis l'histoire d'amour brève, et quoi d'autre ? Et donc c'est ça en fait le problème, c'est de dire bon, je vais écrire sur ce personnage qui a disparu, mais comment j'en fais un roman ? Et il y a eu un moment où j'ai eu un blocage et je ne savais plus où j'allais. Et j'en ai parlé à un ami écrivain et qui m'a dit mais travaille. Et je me suis dit mais tu sais je n'arrête pas là. Il me dit oui mais il faut que tu ailles à New York. Sur les traces de Sacha et que tu ailles voir ces gens qui l'ont connu dans le monde de la nuit. Et j'étais assez sceptique initialement parce que je voulais justement garder ce que moi j'avais de lui et j'avais peur d'être dans quelque chose de trop enquête journalistique et de perdre ce côté peut-être un peu enveloppant de la nuit, du train, etc. Et puis j'y suis allée et c'est ça qui est assez drôle quand on écrit à partir d'une base réelle, c'est que parfois le réel vient prendre sa place, enfin en tout cas le présent vient prendre sa place dans le texte parce que je suis allée rencontrer des gens à New York, à Los Angeles, qui m'ont parlé de Sacha en tant que collègue, qui m'ont raconté comment il fabriquait ses cocktails, comment il avait fondé tous ses bars. Et en fait, c'était au mois d'avril dernier, j'étais aux États-Unis, et c'est à ce moment-là que j'ai su comment se terminerait mon roman. Je ne savais pas encore. Et je l'ai écrit relativement vite, cette fin, qui est une série de rencontres, et de rencontres assez mystiques d'ailleurs, l'une d'entre elles. Mais ça interroge justement parce que quand on parlait du souvenir, il y a forcément cette question de moi je sais ce qu'il a été pour moi, enfin même si je ne sais pas exactement mettre les mots, même si mais quand la personne a disparu, on ne peut plus lui demander ce qu'on a été pour elle, et c'est ce que vous cherchez aussi, c'est à savoir qu'est-ce que vous étiez pour lui. Oui. Je ne sais pas si je dois le dire, mais oui, m'est arrivé un épisode très étonnant de médiumnité où Sacha est apparu. Alors ça peut sembler très bizarre là si je vous le raconte comme ça, mais c'était tout à fait réaliste et c'est ça qui était frappant et ça a été nécessaire et il m'a apporté, si on peut dire, une réponse à une question qui était centrale pour moi et donc en quelque sorte, il est redevenu vivant, alors d'une manière un peu éthérée, mais quand même. Voilà.
On parlait de la construction du livre avec donc ce dernier tiers. Sigolène, juste un mot parce que vous disiez, voilà, je sortais, puis j'écrivais un mot de la construction même. Il y a de très courts chapitres. Vous jouez avec le temps, justement. Il y a une grande part aussi, on l'a un petit peu évoqué, d'onirisme. Comment est-ce que vous avez construit ce roman? Est-ce que ça a été justement dans cette continuité, ou bien est-ce que vous avez ensuite travaillé justement sur cette alternance de chapitres et sur la façon dont finalement les différents éléments allaient dialoguer? Alors la construction est assez particulière, c'est vrai. J'ai toujours dans l'idée de perdre un peu les lectrices et les lecteurs pour qu'ils s'y retrouvent à la fin, qu'ils semblent errer dans un songe. Oui, parce qu'on se demande, et c'est assez génial, c'est-à-dire d'un seul coup on se dit mais ça, ce moment il était plutôt avant, enfin, et il y a quelque chose, oui, qui brouille un peu les repères, mais effectivement qui nous met dans une disposition qui fait qu'on reçoit de manière d'autant plus forte toute la poésie et tout ce qui se passe. On est attentif d'une manière très particulière à tout ce qui se passe. Mais c'est que moi-même, j'étais un peu perdue parce que dans mon village, donc, qui est effectivement... alors, c'est pas une falaise de d'ocre, mais c'est une falaise de safre bleu. Et le safre bleu, sachez que c'est jaune, en fait. Et ça fait un effet de... Moi, j'habite dans un quartier qu'on appelle le Pertuis. Et au-delà de la falaise, ça s'appelle le Delà. Et tout est assourdi du côté de la falaise où je vis. Et c'est comme si le temps était suspendu. C'est-à-dire que Lamartine, s'il avait été sur l'étang de Berre au lieu du lac du Bourget, il aurait dit la même chose. Autant suspend ton vol, et son poème se serait appelé L'étang. Et il y a une horloge de ville qui sonne, mais qui sonnait pendant 2 ans, elle a sonné avec 10 ou 15 minutes d'avance. Donc le temps est complètement chamboulé dans ce village, avec cet étang. Et j'étais moi-même perdue parce que je ne savais plus quelle heure il était. Si on se référait à cette horloge, rien n'allait. Et ça semble très déconstruit. Or, c'est construit en réalité. C'est-à-dire que moi, à la base, je suis avocate. Enfin, j'étais 8 ans avocate. Et donc, les plans, normalement, ça me connaît. Mais je me souviens qu'au grand oral, fallait pendant 1 an, à l'école du barreau, on nous apprend à faire un plan. Et le jour du grand oral, je débarque et je fais pas de plan. Les examinateurs me disent « Ah, c'est cocasse quand même ». Et malgré tout, je m'en suis sortie et je retombe toujours sur mes pieds parce que je pense que mon cerveau est quand même à en souvenir le développement du droit qui est un peu semblable quand même aux mathématiques, je trouve, avec comme des syllogismes. Il faut qu'il y ait forcément une conclusion. Mais je voulais ça parce que je le voulais, mais en même temps je le subissais, cette espèce de temps noyé. On ne sait pas si on est dans le passé, si ce sont des souvenirs ou pas. Et parce que c'est l'état dans lequel moi je me trouvais en raison de la configuration des lieux qui est vraiment... là où je vis, c'est vraiment très étrange. On est tous un peu paumés. Je vois qu'il est déjà presque temps de nous quitter. Est-ce que certaines ou certains d'entre vous ont des questions pour Cécile Balavoine ou Sigolène Vincent? Je laisse toujours le temps parce que c'est toujours dur de lever la main en premier. Oui. Il y a un micro qui arrive. Merci beaucoup. C'était super chouette, c'était super intéressant, merci beaucoup. J'aurais une question pour vous, Sigolène, parce que j'ai lu votre livre et je me demandais, vu que vous êtes le personnage, voilà, est-ce que quand vous terminez un roman, en l'occurrence celui-ci, vous vous demandez ce que le lecteur a, comment dire, ce que le lecteur pense de la narratrice ou ce que le lecteur du coup pense de vous, dans le sens, vous réfléchissez à la manière dont vous vous présentez, ce que vous choisissez de faire ressortir, pas ressortir, comment vous choisissez un petit peu est-ce que vous choisissez d'ailleurs, voilà. Je choisis pas, la narratrice c'est moi sans être moi, et c'est le premier roman où Le Caillou et la Palourde sont les 2 seuls romans où je parle à la première personne.
Et j'ai l'impression que je me rends quand même un peu moins sympathique que ce que je suis en réalité, par un espèce de sentiment de culpabilité qui ne me quitte pas. Donc... Donc non, il n'y a pas forcément le... Je suis désolée. En tout cas, je l'ai lu et je trouve que l'analyse que vous en faites avec vos questions, c'est vraiment magnifique. C'est très très beau et voilà. Excusez-moi, mais bravo, c'est très très beau. Moi, je trouve que c'est une très belle conclusion de terminer sur c'est très très beau. Merci beaucoup. Et je suis désolée. Non, il faut pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? On reste sur cette belle conclusion de c'est très beau. Merci beaucoup, merci à vous toutes et tous, merci infiniment à toutes les deux d'avoir été avec nous. Et pour celles et ceux qui le souhaitent, les autrices seront dans quelques minutes au bout du tapis rouge, sous la tente. Merci.